Bonjour, bonjour et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, notre collaborateur chasse, M. Marc Harvey et sa fille Maude, nous invitent à une chasse un peu moins traditionnelle, soit celle du pigeon biset. Un peu plus tard à l'émission, Vincent vient nous entretenir d'une arbalète révolutionnaire qui tire 2 flèches à la fois. Toujours avec grand plaisir que j'accueille en studio mon acolyte de toujours, technicien de la faune chevronnée, Vincent. Salut Vincent. Salut Sylvain. Hey, j'ai pas grand-chose sur la table aujourd'hui parce que je veux faire avec toi comme si 2 grands chums de chasse se retrouvent et discutent philosophie de chasse, etc. Puis évidemment, aujourd'hui, je peux pas passer sous silence la gestion du cerf de Virginie au Québec. J'ai jamais vu dans l'histoire du Québec un engouement aussi intense pour un gibier. L'ours noir, l'orignal, le lièvre d'Amérique n'ont pas cette popularité-là parce que le chevreuil, notre chevreuil, fait partie un peu de notre quotidien. On le voit dans les champs, on le voit en forêt, il est relativement abondant. Pour un chasseur, il rêve toujours d'essayer d'en capturer un beau chevreuil, un beau panache, etc. Puis pour le non-chasseur, ben, il trouve que c'est une bête belle, gracieuse, élégante. Bref, les avis sont partagés et c'est un gibier populaire, c'est un gibier accessible. On n'a pas à investir une grosse somme d'argent, comme par exemple un voyage de chasse à l'orignal. On n'a pas, par exemple, à investir beaucoup d'appâts, comme par exemple avec l'ours, une poche de pommes, quelques carottes, puis bon. Mais voilà que depuis quelques années, ben, ce chevreuil-là est sur la sellette. Parce qu'il faut expliquer aux gens que pour un gros gibier populaire comme ça, notre ministère établit ce qu'on appelle un plan de gestion. Donc, pour bien gérer la ressource. Mais voilà que le dernier plan de gestion, qui n'a même pas une année à peu près, là, ne fait pas l'unanimité. Là-dedans, il y a des particularités du plan de gestion, entre autres qu'on nous permet d'abattre un 2e cerf de Virginie dans la même saison, dans une autre zone, là, à part quelques petites zones qui sont un peu différentes. Puis ça, ben, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a des associations, des chasseurs qui se regroupent. On sent un genre de vent qui veut influencer le gouvernement ou le ministère, en tout cas, à tout le moins, à reculer un peu sur certaines décisions du dernier plan de gestion. Toi, Vincent, as-tu déjà été témoin qu'un plan de gestion se faisait modifier dans l'histoire? La seule fois que j'ai vu quelque chose dans un plan de gestion, c'était sur l'orignal, il y a quelques années, dans la zone 4, où je chassais là l'orignal, il avait enlevé le droit de récolter une femelle 1 an sur 2. OK. Fait que la zone 4, les femelles sont rendues protégées. Puis c'était quelques semaines avant la chasse. Donc, in extremis. In extremis qui ont décidé ça. Bon, ben, je suis content de ton exemple. Au moins, on a un historique qu'il est possible peut-être de modifier le plan de gestion. Et de là, à voir si ils vont le faire. Ça, c'est une autre histoire. Par contre, il y a des mouvements quand même assez bien organisés. Qui sont présents sur le web, qui se font entendre pour tenter d'influencer un peu les décisions. Entre autres, il y a ce que j'appellerais, par exemple, une association de chasseurs chevronnés qui cherchent le chevreuil trophée, les mâles au beau panache. Par contre, le chasseur qui, lui, se contente, par exemple, d'un cerf sans bois ou qui participe au tirage au sort pour abattre une femelle, finalement, lui, n'est pas très impliqué dans ces mouvements-là. Non. Et même que certains, ça fait leurs affaires de récolter 2 chevreuils. Absolument. Absolument. Ils ont le temps, puis ils ont la place, puis pour eux autres, c'est un beau défi d'être capable de récolter 2 chevreuils dans la même année. Puis je pense qu'est-ce que le ministère n'a pas compté, puis ils ne pouvaient pas le compter. Le plan de gestion est tombé en même temps que notre fameuse COVID. Donc, les gens avaient le temps de y aller à la chasse. Fait qu'ils ont été dans une zone, dans 2 zones. Ils en ont profité. Il y a eu des nouveaux chasseurs, pas des nouveaux, parce qu'il n'a pas donné énormément de cours, parce qu'il n'y avait pas de cours qui se donnaient, mais les gens qui avaient une carte de chasseur dans leur poche ont dit, bah, on n'a rien à faire, on a le droit de rien faire, on va aller chasser le chevreuil. Puis dans certains secteurs où les zones sont vraiment collées, on va dire en Beauce qu'on est collé la 3, la 7, la 4, c'est vraiment facile de dire,
j'en récolte un dans une zone, je vais en récolter un dans l'autre zone. Moi, le premier, j'achète les 2 permis. Pas que je veux en récolter un dans chaque zone, c'est que j'ai des sites de chasse dans zone 7, C'est ça. des sites de chasse dans zone 3. Puis je veux pas être obligé de me dire « Oh non, il vient un beau boc dans 7, je peux pas y aller, j'ai pas acheté mon permis. » C'est le même cas pour moi dans la région de Drummondville, par exemple, qu'on est limitrophe la 6, la 8, la 7. Quelques kilomètres plus loin, on a accès à la zone 5, ce qui fait qu'il y a plusieurs zones dans le même coin, ce qui fait qu'on est capable de gérer un peu notre ressource. Mais et également, dans la 6, n'oublie pas qu'il y a le projet de la restriction sur la taille légale des bois, qu'on appelle le RTLB. Certains chasseurs aimeraient voir cette norme-là un peu se répandre dans d'autres zones. D'autres chasseurs, ça les laisse froid un peu parce que c'est pas des chasseurs de cornes, hein, comme on dit. Non. Et puis, ce qui vient un peu brouiller tout ça, c'est l'enregistrement en ligne. Oui, ça... Est-ce que les statistiques sont bonnes, quelqu'un qui n'avait pas le droit au cerf sans bois, et malheureusement, qui en tire un, c'est facile en enregistrement en ligne de dire que c'est un mâle avec bois. Rendu plumé chez le boucher, plus de tête. Comment on fait pour le savoir? C'est un bon point, Vincent. En tout cas, juste pour vous dire que l'avenir nous dira si le ministre va reculer sur le plan de gestion du cerf de Virginie au Québec, s'il va y avoir des adoucissements à son plan de gestion, si les mouvements de contestation sont là pour rester, si on va leur donner raison, même si c'est un groupuscule de gens bien organisés. Bref, l'avenir va être intéressant sur le futur de notre chasse au cerf de Virginie. Sur ces paroles, nous, on se quitte sur une chasse un peu moins traditionnelle. Notre collaborateur Marc Harvey et sa fille Maude nous initient à la chasse aux pigeons. Bon, papa, matin, où est-ce qu'on s'en va? Ben, matin, on s'en va chasse aux pigeons. OK. J'ai un agriculteur qui m'a appelé pour aller y rendre service. Ça fait que c'est sûr qu'on va lui donner un coup de main. Je vous présente Maud, ma fille. Elle m'accompagne souvent dans mes sorties de chasse. Elle a eu le privilège de participer au programme d'héritage faune, le programme Relève, pour les jeunes chasseurs débutants ici au Québec. Fait que ce matin, on s'en va faire une belle aventure de chasse aux pigeons d'hiver. C'est une chasse méconnue au Québec, par contre de plus en plus populaire, puis on va espérer de faire une belle récolte d'oiseaux. Fait que, on se rejoint tantôt, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on s'en va à la chasse aux pigeons. Ça va être ma première fois. Mon père, il m'a initiée depuis que je suis vraiment tout jeune à aller à la chasse. Moi, normalement, je suis une grande passionnée de pêche, mais j'aime bien ça une fois de temps en temps, sortir un peu de ma zone de confort puis utiliser un fusil au lieu d'une canne à pêche. Fait qu'on va voir ça. Let's go! Le but de la chasse aux pigeons, c'est très, très nuisible auprès des agriculteurs. J'ai une ferme laitière située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Je suis bien content que Marc vienne nous débarrasser des oiseaux. Ça les aide à les effaroucher puis à les éloigner, puis d'en débarrasser quelques-uns, car ça se multiplie très rapidement. Ils vont faire le besoin dans la nourriture des vaches. Fait que ce qui va occasionner énormément de maladies au niveau des animaux à cause de ça. C'est là pourquoi que nous autres, on vient chasser le pigeon, pour aider nos agriculteurs, leur donner ce service-là. Là, il faut y aller parce qu'ils sont commencés à sortir. Là. Voilà, le gros paquet qui s'en vient. Attendez-nous pour tirer! Je l'ai pogné. Oh, il y en a un qui tombe. Ça va? En forme? Oui. Good. Bon, ben, en arrivant sur le site, on avait des amis, nous autres, qui étaient là. Fait qu'on les a rejoints en même temps. Ils vont participer à notre journée de chasse. Ça va être vraiment agréable. On a mis un petit setup, là. Pas obligé de mettre des gros setups aux pigeons. Les oiseaux qui sont habitués de virer autour des bâtisses. Tu fais attention, tu t'assures toujours que ton fusil est barré, comme d'habitude. Ça ici, danger. Ça ici, safe. Bon, à cette heure, on s'assit.
Ils sont juste là, là. Ils sont juste perchés là sur le silo en haut. T'entends? Laisse la portée des 12 en chien. OK, go! OK, go! Ah ouais, tombe. Il va aller loin, mais il va tomber. Assez les plumes. Regarde les plumes autour de nous autres. C'est très, très bon à manger. Les gens sont habitués avec les pigeons de ville. Ils ont comme un dédain de cet animal-là. Mais ici, en campagne, c'est des oiseaux qui se nourrissent quasi exclusivement de céréales. Fait que c'est très, très bon à manger. On a récupéré nos oiseaux morts. Étant donné qu'on n'avait pas beaucoup d'aplants, on les met autour de nos aplants pour grossir notre installation qui va favoriser l'approche des pigeons. Fait que là, une affaire bien importante, les douilles, quand on tire, il faut tout les ramasser. Parce que nos amis ici, on risque de les manger. Parce qu'ils, regardez comment ils sont curieuses. Ce qu'ils voient, ils les mangent. Puis également, c'est plus propre aussi. Les agriculteurs, ils aiment bien ça qu'on se ramasse après. Go! On a eu le trophée. Caché. Il est parti. Elle est partie cachée dans la grotte. On va les ramasser de suite. Checker les autres, là. On vient de battre un petit trophée pour la chasse aux pigeons. Pour les chasseurs de pigeons, des pigeons avec des ailes blanches comme ça, c'est vraiment des trophées parce que c'est vraiment des pigeons différents des autres. Un vraiment bel animal. C'est plate de tirer le soleil dans la face. Oui, on va se déplacer de l'autre côté. Il y a comme un effet de contre-jour. On va être mieux camouflé un petit peu. Ça va être plus facile pour le tir. C'est pas pareil la chasse aux pigeons que la chasse à l'outarde ou à l'oie. Ça va pas mal plus vite, mais c'est quand même le fun. Bon, fait que là, c'est rendu un petit peu plus tranquille. On a tiré 2-3 coups. On les a dérangés un peu, fait qu'ils sont allés se relocaliser à quelque part. On va aller les faire décoller. On a un de nos amis qui est allé en skidoo faire le tour, voir où ce serait pour les faire décoller. Il y en a pogné une sur le chemin qui était tombée plus loin. Fait que, à suivre. OK, go! Ils reviennent. J'ai pogné le beige. Ça, c'est un autre trophée. Bon, on vient de faire nos derniers tirs sur nos pigeons. En plus, on est chanceux. On a récolté 2 beaux trophées ce matin. On va aller vous montrer ça. Bon, bien, lors de notre dernière envolée d'oiseaux, on a récolté ce super beau trophée. Tout en venant récupérer cet oiseau-là, il y a d'autres volées d'oiseaux qui sont rentrées, fait qu'on a tenté d'autres tirs supplémentaires pour récolter un petit peu plus d'oiseaux. On a quand même une super belle récolte d'oiseaux ce matin. On a passé vraiment une belle matinée d'oiseaux pour sa première expérience de pigeon. Première fois à pigeon, c'est vraiment différent d'oiseaux migrateurs, mais c'est autant plaisant. Puis c'est un peu moins stressant vu qu'on a plusieurs chances de retirer. C'est en plein ça. C'est le fun parce que c'est des oiseaux de proximité, des oiseaux qui restent autour des bâtiments, fait qu'ils reviennent régulièrement. Alors, ça fait des super beaux matins de chasse. C'est Bon vraiment à agréable. consommer. Très bon à consommer. Alors, n'oubliez pas, Restez à l'affût. Très beau sujet que tu nous présentes cette semaine, Vincent. Je pourrais dire que ça l'a révolutionné un peu le monde des engins de jet.
Oui. parce que c'est quelque chose de vraiment inédit, qu'on n'aurait jamais cru, il y a quelques années, qu'une compagnie oserait sortir quelque chose de semblable. Et une arbalète qui tire 2 flèches. 2 flèches. Ouais. C'est la seule sur le marché. J'ai hâte de voir les autres compagnies s'ils vont embarquer. OK. Des fois, je dis que c'est une arbalète semi-automatique. Parce qu'on peut les crinquer les deux en même temps aussi. Wow. C'est la compagnie Excalibur. C'est une compagnie, la seule compagnie canadienne aussi. Là. C'est le fun d'avoir un produit canadien qui ont pensé à faire ça. Bon, oui, puis ils ne dorment pas au gaz, comme on dit en bon québécois. Ils innovent toujours. Oui. Année après année, ils nous arrivent avec quelque chose de nouveau. Puis il faut préciser qu'Excalibur, d'entrée de jeu, ce sont des arbalètes à branches. Oui. Il n'y a pas de poulie. Pas de poulie. C'est vraiment une corde. C'est la simplicité pour armer l'arbalète. Ils n'ont pas lésiné sur rien. On a une détente de seulement 4 livres. Quand même. Fait que la précision est énorme. On a un télescope qui est gradué jusqu'à 100 verges. 100 verges, là, mon Sylvain, là, c'est une table de tir. J'ai aucun problème avec ça. 100 verges dans le bois, s'il y a une branche, Ça ne va pas à la même place. notre flèche va dévier. C'est sûr. Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi quelqu'un achèterait un arbalète qui peut tirer 2 flèches? Oui. C'est qu'on a 2 arbalètes en un. Oui, les chasseurs d'orignal, des fois, on en tire un. L'orignal, s'il est crinqué sur le caule, on peut relâcher un petit caule, il revient, on a une deuxième flèche. OK. Même si on l'a bien frappé, on va dire, le premier coup, on a la chance d'en tirer une deuxième rapidement. Quelqu'un qui va aller faire un voyage, souvent à l'orignal, à plusieurs heures de distance dans le bois, ben un arbalète, un arc, là, fait des années qu'on joue là-dedans, ça brise pas dans le temps de la chasse. J'en vois pas que les branches sont cassées. C'est rare, c'est vrai. C'est vraiment rare. Mais un arbalète, il y a tellement de puissance là-dedans que ça arrive qu'on voit des branches qui ont craqué, des cordes qui ont cassé. Donc, la personne se paye une assurance, on va se dire comme ça, parce qu'il part avec 2 arbalètes. Ah oui, c'est intéressant à voir ça. Donc, s'il briserait une branche, écoute, l'arbalète peut continuer à tirer Exact. pareil. Elle a une deuxième rampe, une deuxième corde, un deuxième set de branches pour le dépanner. Oui. C'est une arbalète qui est très puissante aussi. Là. Ça roule 360 pieds secondes. Et quand même. Si on recule dans les années, on va dire 2000, on va dire, là, un arc rapide roulait souvent 2,40, 2,50. Puis on chassait le chevreuil, l'orignal sans problème avec ça. Là, on est rendu avec des arbalètes de 360 pieds secondes. Pas de poulie. Hey, mais je me dis, Vincent, 360 pieds secondes, un gars comme moi, es-tu capable d'armer ça? Bien, pour l'armer, faudrait être motivé beaucoup. Mais l'arbalète, elle arrive avec un mini-treuil, on va l'appeler comme ça, qui s'installe sur l'arbalète, qu'on est capable de crinquer notre corde facilement. C'est pour ça ta fameuse manivelle que tu as installée sur la table. OK, cette manivelle-là vient avec ton treuil, Oui. permettant d'armer sans effort. Sans effort. Et aussi le système barre, fait qu'on ne peut pas l'échapper. Tu sais, OK. On ne peut pas l'échapper. Il y a une façon de faire, il faut toujours, on va dire, armer la corde du bas en premier. Après ça, on arme la corde du haut. Ouais, pour pas s'exposer finalement À des blessures ou que la corde d'armement s'accroche mal. Oui, la compagnie dit qu'on peut tirer nos 2 flèches en même temps. En même temps. Vouloir, sans problème. Mais moi, j'aurais peur, en plein vol, que nos plumes se touchent. OK. Même s'il y a quand même une distance à peu près d'1 pouce entre le tir du haut et le tir du bas. Moi, j'aurais peur que ça se touche puis que manquer le gibier carrément à cause de ça.
la compagnie nous dit que la lunette est préajustée, genre on peut déjà l'utiliser lors de l'achat. Oui, Ouais. c'est sûr que je ferai des tests quand même à 20 verges. Oui. Les télescopes d'arbalète, on marche en verges. 20 verges, oui, 20 verges, 20 mètres, on n'a pas grande différence. 100 verges, 100 mètres, Oui. on a une méchante différence. Oui, mais là, on est rendu loin, là, aussi. Là. Il faut installer, le télescope est fait avec différentes vitesses sur le dessus. Il faut l'ajuster pour vraiment être à 10, à 20 verges, puis on descend de 10 verges. Il faut vraiment l'installer à la vitesse de notre arbalète, parce qu'on peut installer ce télescope-là sur plein d'autres arbalètes. Plein d'autres modèles. Est-ce que lors de l'achat, Vincent, l'arbalète vient avec ses propres carreaux? Oui, ça arrive avec 4 carreaux. Et en 2021, ils ont rajouté des encoches Rhino. C'est vraiment une encoche en aluminium qui n'est pas en mou noc. C'est la seule compagnie que Excalibur font que c'est on va dire des nocs plates. Oui. J'ai vu quelques histoires d'horreur. C'est pas pour rien qu'ils mettent de l'aluminium au bout. Quelques personnes ont réussi à l'enlever, ont mis un luminoc en plastique. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à 360 pieds secondes? Il y a du cassé. J'ai vu le luminoc rentrer de 4 à 5 pouces dans la flèche. Dans la flèche. Et la corde a fait comme un tir à vide. Ouf. Fait que si les branches n'y arrivent pas de dégâts, c'est la corde qui arrive un dégât. Si la corde arrive un dégât, c'est pas bien grave, ça change. Mais une branche cassée, ben là, oui, ça change, mais il faut les envoyer au centre de garantie. Donc, je comprends mieux maintenant qu'il y ait des encoches spécifiques au modèle. Ouais. Ça, c'est le modèle Twin Stripe, Ouais. comme on appelle. Et je suis content que tu nous présentes le genre de treuil mécanisé, Vincent, parce qu'avec la nouvelle réglementation sur la chasse qui nous oblige maintenant à désarmer l'arbalète lorsqu'on la transporte à bord d'un véhicule, bien, on est capable de la désarmer sans effort avec ça. Chaque compagnie a leur propre treuil. Oui, ils l'ont mis sur la Twin Strike, mais elle peut s'installer sur toutes les arbalètes de marque Excalibur. Bravo. Chaque compagnie a le treuil aussi. OK. Ça arrive avec des boulets 100 grains. On peut quand même mettre des boulets de 150 grains pour avoir une flèche. Si on met des boulets de 150 grains, on a une flèche qui pèse 400 grains au total. Quand même. Donc, une plus grande force d'impact. Belle force de frappe, en effet. Fait que ça vient avec les carreaux, le treuil, la lunette, Oui. les amortisseurs. Finalement, elle est tout équipée. Full équipe. La seule chose qui manque, la patience pour aller dans le bois, puis un étui pour la transporter. Un étui pour la transporter. Très intéressant, toujours tes capsules techniques, Vincent. Merci beaucoup. Eh bien oui, toute bonne chose a une fin. C'est déjà terminé pour nous. J'espère que l'émission vous a plu. On remercie Marc Harvey et sa fille Maude. On remercie Vincent Cloutier, toujours au poste. Et nous, comme à l'accoutumée, on se dit, on reste à l'affût.